Oui, Clash of Champions était un bon show. Ça fait plaisir de dire ce genre de choses. Oui, Clash of Champions n'était pas parfait, on va pas aller jusqu'à là, mais il y a eu beaucoup plus de bons que de mauvais. Le mauvais était quand même vraiment ciblé. Il y a un segment que j'ai trouvé véritablement mauvais et on en parlera en fin de vidéo. Mais dans l'ensemble, le show était bon, c'était bon, ça fait plaisir. Par contre, avant de balancer le générique et passer et commencer à parler des matchs dans l'ordre chronologique, j'aimerais faire un petit point sur le fait que AJ Styles contre Cedric Alexander pour le match pour le match du titre US s'est déroulé dans le kick-off. AJ Styles, je pense que il fait partie facilement du top 3 des stars de la WWE. AJ Styles s'est battu dans le kick-off. Pourquoi quand j'ai fait mes vidéos pronostics, AJ Styles contre Cedric Alexander était le deuxième match que j'attendais le plus. C'est putain de AJ Styles. Qu'est-ce qu'ils foutent dans la carte du kick-off? Alors que là, juste quand je regarde la carte, j'aurais placé Nakamura contre The Miz dans le kick-off à la place, ou bien le titre pour le match pour des titres féminins par équipe, parce qu'au final il s'est pas passé grand chose, les matchs étaient pas dingues, et eux ils étaient dans la carte principale. Pourquoi je ne comprends pas. Alors qu'AJ Styles, on rappelle ce qu'il a fait pendant ce mois Siaro. D'une part, il était fantastique avec le club, et de deuxième part, il a sauvé la rivalité Strowman-Rollins avec des promos fantastiques. Et le mec se retrouve dans le kick-off, et franchement, même pour Cedric Alexander, c'était vraiment pas cool. Le mec, il a un match de championnat US, il est dans le kick-off, putain, ça fait chier. Donc je connais juste le résultat, j'ai pas vu le match. AJ Styles a conservé, ce qui est le bon choix. Mais j'aurais bien aimé voir Cedric Alexander briller dans le show principal, quoi. Là, on l'a même pas vu, donc c'est franchement pas cool pour lui. Et je répète, mais j'aurais placé Miz Nakamura ou le match tag par équipe. Les ont vus après, franchement, je pense qu'ils méritaient plus dans le kick-off que Styles contre Alexander. Ceci étant dit, on va pouvoir lancer le générique et passer à la review de Clash of Champions. Give me what I want! That's not what I want! Give it to me! Give me what I want! I'm not there with you! It should have been me! Let's do this! This is the house that AJ Styles built! Watch out! Comme on aurait pu le prévoir, c'est Rollins et Strowman qui ouvrent le bal en défendant leur championnat par équipe de Raw contre Dolph Ziggler et Robert Roode. Dans ma vidéo prédiction, j'avais prédit que Robert Roode et Dolph Ziggler devaient gagner le match parce que ils avaient 100% de raison de gagner, parce que Strowman et Rollins, je rappelle qu'ils n'ont rien à foutre avec les titres par équipe, ce n'est pas une équipe, alors ils n'avaient rien à foutre avec ces titres, donc ils devaient perdre. Franchement, j'étais quand même pas sûr de mon choix, parce que Dolph Ziggler et Robert Roode, quoi, c'est pas non plus des grands adversaires. Mais j'ai aimé ce match, j'ai beaucoup aimé ce match, je trouve que c'était un bon match, correct. Sur la carte, c'était le 5e meilleur. Pourquoi? Parce qu'il a été booké intelligemment, c'est-à-dire que Robert Roode et Dolph Ziggler ont gagné parce que Strowman et Rollins n'ont pas une bonne alchimie d'équipe, ce n'est pas une équipe, et du coup ils ont gagné parce que eux ont fait des erreurs, c'est-à-dire que Rollins et Strowman ont fait des erreurs. J'ai noté 2-3 trucs pendant le match. Oui, quelque chose avant d'en parler, un truc que j'ai beaucoup aimé qui était là tout le long, c'est que ils ont utilisé les lumières d'NXT pour annoncer les matchs de championnat. Et ça donne tout de suite, c'est-à-dire que quand le match va commencer, toutes les lumières s'éteignent, il y a juste le ring qui est allumé, et avec une lumière un peu blanche jaunâtre, et ça donne tout de suite une sorte d'importance au match. Ça donne vraiment un côté, ok, c'est bien plus important que le reste. Bon, là, vu que tous les matchs de championnat étaient défendus, il y avait ça tout le long, donc voilà. Mais franchement, ça donne l'accent sur le fait qu'un match de championnat, c'est important. Et c'est une super chose, j'espère qu'ils vont garder ce système de lumière et que ce n'est pas que pour ce show. Donc passons au match Roode et Ziggler. Ils ont pas trop de hits envers la foule, hein. Ça marche pas vraiment. Ça marche pas vraiment, mais j'espère que ça marchera plus tard pour eux. Parce qu'ils le méritent, ils ont été plutôt bons ce soir-là. Au départ, c'est Strowman qui ouvre le bal et il décime Robert Roode et il décime Dolph Ziggler, il est vraiment dominant. Mais finalement, c'est Rollins qui va choper le tag et Rollins va être un peu plus faible que Strowman, va se faire un peu martyriser par Robert Roode et Dolph Ziggler. Ils sentent bien que c'est le maillon faible du groupe, qui ont plus de chances de vaincre Rollins que Strowman. Donc ils enchaînent Seth Rollins et finalement Strowman va finir par intervenir, pousser Robert Roode sur Seth Rollins, donc il va
mettre inconscient Seth Rollins, et c'est plus lui qui va prendre le coup que Bobby Roode. Bobby Roode va enchaîner en faisant son finisher sur Seth Rollins pour la victoire. Robert Roode a gagné clean contre Seth Rollins. Dolph Ziggler et Robert Roode ont gagné clean. Ils n'ont même pas eu besoin de Luke Gallows et Karl Anderson. Moi, je pensais que le club allait intervenir. Mais même pas. Ils ont gagné clean et ils sont maintenant nos nouveaux champions par équipe. C'est super. Ça commence super bien ce show. Ce show commence hyper bien. Donc on a les bons vainqueurs qui gagnent clean contre deux monstres parce que le match était intelligent. Encore une fois, c'était bien écrit. C'était super. Donc ça ouvrait super bien ce show. En coulisses, on a Becky Lynch qui fait une petite promo où elle revient sur les raisons de pourquoi elle va battre Sasha Banks et qui est Sasha Banks et qui elle est, Becky Lynch. Et comme d'hab, cette promo est fantastique, elle sur sa carrière, elle hype le match encore une fois. Becky au micro, c'est de l'or. Becky au micro, c'est vraiment de l'or. Et on enchaîne avec le match Charlotte contre Bayley. Le match, j'ai dit que c'était le 6e meilleur de la soirée, mais qu'on soit bien d'accord, j'ai trouvé quand même fantastique. Le truc est que le match n'a pas duré longtemps parce que c'était un match qui était basé sur l'histoire et non sur la qualité du catch en général. Mais l'histoire de ce match était super intéressante et j'adore leur manière d'écrire Bayley. Bayley est super bien écrite. Franchement, c'est peut-être le 6e meilleur, mais on a un match hyper bien booké. Donc déjà, ça se ressent au niveau des entrées, parce que quand Charlotte fait son entrée, elle est acclamée et eu en même temps, donc on a, bon, c'est son hometown, mais elle est beaucoup plus babyface sans trop l'être, tu vois, il y a un côté, ouais, les gens m'aiment bien, mais pas trop, et c'est parfait pour Charlotte, Charlotte ne devrait jamais être face, elle devrait au mieux être neutre, mais pas face, et Bayley, quand elle fait son entrée avec, c'est son truc de câlin, sa musique toute joyeuse, elle se fait huer comme pas possible, ça fonctionne de ouf, et elle est toujours persuadée qu'elle est aimée par le public, qu'elle fait les bonnes choses et tout, bref, une super écriture, quoi. J'ai perdu mes notes. J'ai perdu mes notes. Je les ai retrouvées, c'est bon. Ce que j'ai beaucoup aimé avec ce match, c'est que du coup, on a eu un match qui était quasiment dans le même sens. Charlotte a été hyper agressive, a été hyper dominante tout le long. Il y a eu des impacts hyper vénères, genre vraiment quand Bayley s'est pris la barricade à l'extérieur, c'était franchement ultra violent. Et au final, voilà, elle a juste enchaîné les agressions. Elle dominait clairement. Mais Bayley, alors qu'elle était sonnée, a commencé à enlever la protection du coin dans le poteau. Et Charlotte ne l'a pas vu. Et là, Bayley a foutu la tête de Charlotte sur cet endroit sans protection. Ce qui est très vénère. Malheureusement, il manquait un peu d'impact. Ça faisait pas hyper violent, mais bref, le fait est là, Charlotte s'est pris le coin du ring sans protection, ça l'a complètement mis KO, Bayley a fait le tomber, a gagné le match et elle s'est barrée en courant dans les coulisses avec son titre. J'ai trouvé ça génial, elle a gagné, elle savait qu'elle avait pas de chance, mais elle a pas cherché à se battre, elle a gagné de manière vraiment vie-cieuse et après elle s'est barrée, elle a même pas célébré après. Charlotte était là, elle était dégoûtée, elle faisait putain, super ce qui est devenu Bayley. Donc voilà, il manquait peut-être un petit peu cet impact au niveau de quand Charlotte se prend le coin, mais honnêtement, au niveau storyline, c'était génial et ça a permis d'avoir un match court, parce qu'il faut aussi des matchs courts dans un show, d'avoir un match court qui servait l'histoire et qui n'était pas un enterrement quoi que ce soit, qui a servi Bayley comme Charlotte, donc franchement, c'était top. On passe à un match que je n'attendais pas et qui est pourtant sur le podium des meilleurs matchs parce qu'il est 3e de la soirée à mon avis, les Revival contre le New Day pour le titre par équipe de SmackDown. J'avais pas trop de hype pour ce match parce qu'au final c'était un peu un match qui avait un build-up dans l'ombre du build-up Kofi contre Orton. C'est-à-dire que les Revival sont les potes d'Orton, le New Day sont les potes de Kofi, donc ils ont un match aussi, mais c'était un peu dans l'ombre de l'histoire Kofi-Orton. Donc pas trop de hype pour ce match et pourtant ils ont quasiment volé le show. Il y a eu des meilleurs matchs par la suite, mais ils ont fait un truc franchement de dingue. Ce que j'ai aimé dans ce match, c'est qu'on a encore une fois vu, et j'espère qu'on continuera à le voir toujours maintenant, que les Revival sont une des meilleures équipes du roster. Pourquoi ce sont une des meilleures? Parce que ils ont une alchimie et une capacité, une capacité stratégique qui est vraiment hors du commun. Ils sont à la fois vicieux, mais n'en font pas trop. Ils ne sont pas non plus des énormes tricheurs. Ils s'entendent juste très bien. Et comment dire? Ouais, ils ont une excellente alchimie et c'est pour ça qu'ils gagnent. Ils sont stratégiques, ils fonctionnent bien ensemble et du coup, ils ont gagné le match. Oui, j'annonce, je spoil, mais les Revival ont gagné les titres, ce qui est juste fantastique. Alors, comment ils ont gagné? Donc, comme je l'ai dit, ils avaient une super bonne alchimie, mais après, un moment, ils commencent vraiment à dominer, mais Xavier Woods va faire un comeback de babyface qui va très bien faire d'ailleurs.
Il va être très très intense, mais finalement les Revival vont parvenir à faire le Shadow Machine, leur finisher par équipe, sur Biggie à l'extérieur du ring. Woods est seul à l'intérieur, et là ils vont faire de nouveau un Shadow Machine sur Xavier Woods, mais ils ne vont pas encore le faire le tomber. Pourtant ils pourraient faire le tomber. Sur le coup j'avais un peu peur, je me disais merde, mais faites tomber, qu'est-ce que vous attendez? Là il est évanoui, qu'est-ce que vous attendez? Et là les Revival ils font le genou. Et il commence à faire une grosse prise de soumission sur Xavier Woods qui hurle. Et ils prennent vraiment le temps de faire la prise de soumission. Vraiment, ils sont vraiment vicieux. Ils le regardent droit dans les yeux et ils lui font. Xavier Woods hurle. Et malgré tout le temps qu'il passe à la faire, Biggie est complètement évanoui à cause de la prise de finition à l'extérieur. Et Woods finit par taper. C'est-à-dire que, honnêtement, ils auraient pu gagner avec leur finisher sur le ring, mais ils ont préféré prendre le temps de montrer leur supériorité sur Xavier Woods en l'humiliant en fait, en battant par soumission au milieu du ring, alors qu'ils ont pris un temps fou, et j'ai trouvé ça franchement génial. Parce que là, c'est pas genre juste ils ont gagné en humiliant leur adversaire. Ils ont montré que ce sont eux, le New Day c'est quand même une putain de bonne équipe, c'est une des meilleures du roster je dirais, et ils ont battu le New Day en humiliant ce dernier. Je suis tellement content pour les Revival, c'est un excellent choix. Le match en plus de ça était vraiment très bon. C'était un des 3 matchs qui était très bon dans le show. Donc respect à eux, et j'espère maintenant qu'ils vont enfin avoir un règne, le bon règne, en restant alliés avec Orton, parce que ça leur donne quand même pas mal de prestige. Donc on verra bien, mais franchement bravo les gars, c'était fantastique. À la fin ils ont fait aussi une petite promo en expliquant pourquoi Randy allait battre Kofi. Spoiler alerte, on verra ça plus tard. On a une petite promo backstage d'Alexa et Nikki Cross, mais R-Truth va les interrompre en se faisant passer pour un perchman, c'est ça, un perchman. Alexa Bliss va montrer qu'elle ne sait pas comment fonctionne un micro parce qu'elle va parler dedans d'une mauvaise manière, quoi. Elle prend pas le bout du micro, elle prend le début du micro, donc voilà, Alexa Bliss prouve encore une fois que je ne l'aime pas, je ne déteste Alexa Bliss. Mais bon, ça peut arriver à tout le monde de passer parler dans un micro. Bref, elle annonce que R-Truth est dans les parages, et du coup, il y a plein de jobbers qui foncent choper le titre 24/7. On enchaîne avec donc leur match, le Women's Tag Team Championship. C'était pas terrible. C'était pas non plus nul, mais franchement, c'était pas terrible. On va en revenir. C'était pas mal. Donc ce match, c'est Alexa Bliss, Nikki Cross qui se battent contre Mandy Rose et Sonya Deville, Fire and Desire. Elles font leur entrée et Alexa m'énerve. Alexa Bliss m'énerve. Je peux plus la blairer. Je peux plus blairer Alexa Bliss. Alors elle avait une sorte de cosplay à la Harley Quinn. Ça m'a encore plus énervé. Enfin, je ne peux plus. Je sais pas pourquoi elle m'énerve autant, mais je ne peux plus la saquer. Bref, le match commence. J'ai pas noté grand chose. C'était sympathique. R-Truth est intervenu un moment pour no reason. Il nous a juste pris notre attention. En fait, il nous a un peu sorti du match. Il a juste servi à nous sortir du match, donc bien joué R-Truth. C'était pas le meilleur move à faire pour ce match qui était quand même déjà pas terrible. J'aime quand même beaucoup l'alchimie de Sonya Deville et Mandy Rose. J'étais à 100% pour elle, je voulais qu'elle prenne les titres parce que je ne peux plus blairer Alexa Bliss, je l'ai déjà dit, et que pour moi elle mérite bien plus les titres que Nikki Cross et Alexa Bliss, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. On a eu quand même des spots intéressants. J'ai noté un moment un double knockout, c'est-à-dire que les deux femmes se sont foutues un coup de poing dans la gueule et sont tombées évanouies en même temps. C'était assez stylé. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre Il n'y a pas grand-chose. Hein. J'ai cru à la victoire de Mandy Rose et Sonya Deville. J'ai vraiment cru. Parce qu'à un moment, Alexa Bliss était vraiment, comment dire, elle était super faible pendant le match Alexa Bliss. Elle s'est pris des coups, elle était bien moins vivante que Nikki Cross. Et à un moment, justement, elle passe leur finisher sur Alexa Bliss. Mandy Rose commence à faire le tomber, mais Nikki Cross fait la save in extremis. Et puis là, justement, à la fin, elle se fait les deux lutteuses à elle toute seule. Nikki Cross explose Mandy Rose, explose Sonya Deville et gagne la victoire toute seule en fait. Elle gagne la victoire toute seule. Alexa Bliss n'a pas servi à grand chose pendant ce match. Donc, je suis déçu du fait qu'elles aient gagné. Mais je vais dire que l'histoire du match est ok. L'histoire du match est ok parce que Alexa paraît vraiment faible. Et je pense qu'ils vont encore aller là-dessus sur le fait que Nikki Cross c'est bien meilleur qu'Alexa Bliss et qu'elle n'a rien à foutre en équipe avec elle parce que les niveaux sont colossalement différents. Mais bon, j'aurais quand même préféré que Mandy et Sonya gagnent le match en conservant cette histoire de Nikki Cross qui est bien meilleure que Alexa Bliss. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, malheureusement. Le match pour le titre intercontinental, The Miz contre Shinsuke Nakamura. C'était le match que j'attendais le moins.
Et bah, c'était pas ouf, on va dire. C'était vraiment pas incroyable. J'aurais préféré de loin voir Mustafa Ali contre Nakamura, qui aurait pu être un des meilleurs matchs de la soirée. Mais là, on a eu The Miz contre Nakamura. J'aime bien The Miz, mais honnêtement, il a un match de championnat alors qu'il est vraiment pas dans un très bon run, je trouve. En ce moment, il a pas un personnage qui est flamboyant. Il est un peu en dessous des autres. Il est pas ultra présent. Bref, The Miz sur la carte, ça me dérange un peu. À cette place-là, ça me dérange un peu. Surtout qu'on connaît les raisons. Je l'avais déjà évoqué dans la vidéo pronostic. Mais je sais très bien pourquoi ils font ça. C'était parce que The Miz est à ça de gagner, d'égaliser Chris Jericho au nombre de tensions de règne du titre intercontinental. Et ce match pour moi était, comment dire, ce match avait pour enjeu l'image qu'avait la WWE. Si Miz gagnait ce match, franchement, ça aurait été une décision de gamin parce que, bah, encore une fois, c'était pas son moment. C'est le moment de Nakamura. Nakamura a gagné à 100% ce match. Et Nakamura a gagné. Heureusement, c'était ma prédiction, il a gagné. J'ai osé 2-3 trucs quand même. Sami Zayn était blessé à cause de l'attaque de Undertaker, il accompagnait Nakamura, mais il avait une petite, je ne sais plus comment on appelle ça, mais une protection du cou, on va dire, qui paralyse un peu son cou. Une minerve, je crois que ça s'appelle. Et bref, pendant le match, il a été quand même vachement ennuyant. Il en faisait un peu trop, Sami Zayn. Je trouve que c'est bien ce qu'il fait, mais en même temps, il en fait un peu trop des caisses et ça devient, ça distrait trop du match en fait, ça distrait un peu trop. Heureusement son micro s'est fait couper en plein milieu, c'était cool. Mais oui, ce que j'ai noté, oh mon dieu, quand Nakamura fait son entrée, c'est pas cool. Nakamura fait son entrée et coupe son entrée par ce qui s'est passé avec Undertaker et Sami Zayn la semaine dernière à SmackDown. Et franchement, couper l'entrée de ton champion intercontinental sans déconner, go fuck yourself. Ça se fait vraiment pas. Ça se fait vraiment pas. Pendant le match, il y a eu quelques spots assez sympas. On a eu le figure 4 leg lock de The Miz contre Nakamura qui était bien vendu par Nakamura, qui était très très chouette. À la fin, Miz parvient à faire son finisher, mais Sami Zayn intervient pour distraire l'arbitre. Donc Nakamura ne prend pas le tombé. The Miz est énervé, court après Sami Zayn, mais Nakamura parvient à le couper avec un kick dans la gueule. Il le met sur le ring, il fait son Kinshasa et il l'emporte. Heureusement, c'est la bonne décision que Nakamura l'emporte. Mais voilà, c'était un bon match, j'ai pas vraiment d'attente, ça m'a pas non plus transcendé ce match. Sami Zayn était un peu ennuyant au début du match. Bon, c'était pas mal, mais bon, j'aurais préféré de loin voir Mustafa Ali contre Nakamura. On arrive à la moitié de ce Serge Podcatch. Et si vous êtes habitué de l'émission, c'est le moment où on écoute notre petite interlude musicale de Voldano. Qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui? Eh ben on écoute un remix. Un remix, Serge? Oui, on écoute un remix, cher Voldanite. On écoute le remix d'Ivan Martin proposé par Voldano. Ce remix, je l'aime, je l'adore. Et en plus, j'ai ma voix intérieure, moi et mon frère, on chante ce remix. C'est nous qui avons fait les paroles, oui, c'est nous qui avons fait les paroles. Alors ça va rendre les choses encore plus intéressantes que d'habitude. Je vous propose tout de suite Ivan Martin, le remix de Voldano.
Ivan Martin, 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 Ivan Martin. C'était super, hein, franchement, ça fout la patate. Alors, si vous ne le savez pas, vous pouvez télécharger tous les albums gratuitement. C'est-à-dire que cette musique-là, oui, cette musique-là est disponible gratuitement avec tous les autres albums. Tous les liens pour télécharger les albums sont dans la description. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne du Moulin de Voldano, à la chaîne de mon frère Dino, ainsi qu'à mon compte Instagram, Serge Voldan. Passons à Clash of Champions. Il nous reste 4 matchs très importants. Et pour ouvrir le bal de ces 4 derniers matchs, on va commencer par le match que j'attendais le plus de la soirée, Becky Lynch contre Sasha Banks. Et les gars, franchement, elles ont pas déçu. Elles ont pas déçu. J'ai trouvé que c'était le deuxième meilleur match de la soirée. Le deuxième meilleur. C'était franchement très très bon. Ça aurait pu être le meilleur s'il y avait pas eu ce finish. Ah, le finish m'a un peu dérangé, mais je comprends, on va sûrement avoir des rematchs. Et honnêtement, avoir un rematch avec un match de cette qualité... Ok, ça me va. Donc, on va passer à ce match. Et déjà, il y a un truc que j'ai envie de revenir, mais quand Becky Lynch fait son entrée, j'ai toujours des frissons. J'ai toujours des frissons parce que sa musique, la pop de la foule, son costume, son attitude, sa présence... Becky c'est une championne. Et après tout ce temps, vous voyez Kofi Kingston à côté. Kofi Kingston a gagné son titre exactement au même moment et son règne s'est vraiment estompé au fil des mois. Alors que Becky Lynch, elle est toujours présente, elle est toujours au top de la compagnie. Elle est faite pour ça. Donc on va parler de ce match. Déjà la foule était complètement investie. Elles ont vraiment emmené la foule avec eux. En même temps, le build-up du match était franchement bien au fil des semaines. On a des chants Becky, on a aussi des chants Let's go Sasha, Let's go Becky, Let's go Sasha, voilà. Il y a vraiment un côté 50-50 dans ce match. Je n'ai jamais cru, j'ai jamais été sûr de qui allait gagner pendant ce match. Je n'ai jamais été sûr de qui allait gagner. Et franchement, c'est bueno, c'est vraiment bueno. Déjà, ce que j'ai noté, c'est que Becky a fait énormément de dropkicks sur Sasha et chaque dropkick était tellement vénère. Sasha, j'avais oublié comment elle se prenait les coups, mais c'est vraiment violent comme elle se les prend. On y croit vraiment. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, à un moment, il y a Sasha Banks qui a fait son bang statement sorti de nulle part. Il y a aussi Becky qui a fait son disarmer de nulle part. Des chants This is awesome. Et franchement, elle faisait un super match. Il y avait une tension dans ce match. Il y a vraiment un côté tendu sur qui allait gagner. Est-ce que ça allait arriver maintenant, et ça n'arrivait pas. Et ça continuait. C'était vraiment un match très excitant. Et un moment, Sasha est à l'extérieur. C'est le moment qui va changer le match. Et elle va placer un coup de chaise sur Becky que l'arbitre ne va pas voir. Donc Becky se prend un gros coup de chaise. Sasha enchaîne avec un coup de genou. Mais Becky kick out. Ça c'était épique. Et forcément après ça, Becky est un peu vénère. Elle va choper la chaise et va essayer de frapper Sasha. Mais Sasha va esquiver. Et c'est l'arbitre qui va se prendre le coup de chaise. Et donc là, l'arbitre est complètement sonné, les deux adversaires se regardent et Sasha va commencer à courir dans la foule, va commencer à fuir, Becky va la suivre, les deux vont se battre dans la foule, donc on a ce que je pensais qu'il allait arriver avec Eric Rowan contre Roman Reigns avec le match Becky contre Sasha Banks, qui était génial. Je m'attendais absolument pas au fait qu'elle allait se battre dans la foule, donc c'était franchement super cool. Donc voilà, des petits échanges sympas, elle se lance un peu dans les murs, elle se balance de la sauce sur la gueule. Sasha avait le dos qui était rempli de sauce mayonnaise, je crois, ou d'œuf, je sais pas trop ce que c'était. Mais c'était génial. À la fin, il y a forcément la sécurité qui arrive parce que ça commence à aller un peu trop loin. Et Becky place la chaise au centre du ring, elle prend le bras de Sasha et elle fait son disarmer à travers la chaise. C'était franchement vicieux à regarder. Sasha, forcément, elle hurlait, elle tapait. Elle avait que ce qu'elle méritait. Au final, Becky était vraiment confiante, elle était dominante, elle souriait, elle avait un peu rien à foutre. Des arbitres arrivent, disent qu'il y a disqualification, ils donnent le titre à Becky pour qu'elle arrête d'attaquer Sasha. Et les arbitres annoncent que Becky gagne par disqualification parce qu'elle a attaqué un arbitre. Donc Becky est souriante, elle fait « Ok, ça me va ». Et elle s'en va, il y a sa musique. Donc honnêtement, c'est le genre de fin qui est toujours vachement décevante. Mais vu le match de qualité qu'elles ont fait avant, je suis ok. Je suis ok, c'est quand même très bien. J'avais un petit sentiment de « Ah, c'est dommage », mais en même temps, je me dis « J'ai envie de voir la suite, j'ai envie de voir ce qu'ils vont encore faire ». C'est pas comme Kofi Orton à SummerSlam où le match était nul et en plus il y avait ce genre de fin. Là, on va dire que elles ont mérité d'avoir ce genre de fin. Je veux dire que voilà, elles ont fait du bon boulot pour avoir ce genre de fin à la fin. Donc c'était top, j'ai vraiment beaucoup aimé ce match, j'ai envie de voir la suite. Et ouais,
Ouais, c'était génial. Maintenant, on va passer au point d'heure du show. Allez, on a dit trop de positifs, on a dit trop de positifs. C'est chiant qu'on dit trop de positifs. C'est bien aussi un peu de pinailler, ça rajoute un peu de piment à la review, vous voyez. On va parler de ce que je n'attendais, d'un des matchs que j'attendais le moins aussi, et qui a été, selon moi, le pire match du show. Le pire match du show qui était un calvaire à regarder, c'était Randy Orton contre Kofi Kingston pour le titre WWE. Alors, je redis ce que j'ai dit pendant mes pronostics, mais pour moi, ce match faisait du surplace, le build-up de ce match faisait du surplace pendant un mois. Il n'y a rien qu'à avancer. C'était assez catastrophique. Randy a traité Kofi de stupide toutes les semaines. Kofi disait non, je ne suis pas stupide toutes les semaines. Ça n'avançait pas, c'était un calvaire. Et encore une fois, cette rivalité aurait dû se terminer à SummerSlam. Et ce match-là qu'on a vu, ce match précis qu'on a vu, aurait dû se passer à SummerSlam. Je pense que si ce match-là serait passé à SummerSlam, alors ce n'aurait pas été flamboyant, mais ça aurait été franchement correct. Et l'histoire aurait fonctionné. Mais là, avec tout bon, on a eu un mois en plus de build-up pour ça. Sans déconner pour ça. Donc l'histoire a une fin, on a enfin une conclusion à cette histoire. Mais ça a mis trop de temps, et le match était long, le match était si long, oh là 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 là. C'était un calvaire, et vous savez, un truc qui m'énerve, franchement, je trouve que le règne de Kofi s'est vraiment estompé. Et un truc qui ment pas, c'est que quand t'as un match aussi important, tu balances pas des pancakes dans la foule pendant ton entrée. Kofi, c'est le match de sa vie, et il est là à balancer des pancakes dans la foule et tout. Je comprends le pouvoir de la positivité et tout, c'est ok, pourquoi pas, mais pas là, pas maintenant, pas dans cette occasion-là, c'est ridicule. Bref. Et je vais être honnête avec vous, quand le match a commencé, c'est-à-dire que après les 10 premières minutes, j'avais beaucoup d'espoir pour le match. J'avais beaucoup d'espoir parce que malgré le fait que ce soit long, il y avait quand même ce sentiment, cette impression, cette ambiance de réalité dans le match. Je sais pas, il y avait un sentiment de réalisme qui était assez évident, et ça vient de Randy Orton. Ça vient de Randy Orton, parce qu'à un moment, Kofi a commencé à choper Orton sur la poitrine, et Orton avait l'air genre vraiment énervé, mais genre j'avais pas l'impression qu'il jouait, il avait vraiment l'air énervé. Et je sais pas, peut-être que Kofi tapait mal, peut-être qu'il tapait trop fort, j'en ai aucune idée. Mais il avait l'air, mais sur les nerfs. Et ça rajoutait un sentiment de... Ouais, ça donnait un boost au match d'un coup. Et là je me suis dit, oh putain, Orton va... Qu'est-ce qui se passe? Il va exploser Kofi, ça va se reproduire. Et franchement, je sais pas si c'était voulu, mais GG Orton, si c'était pas voulu, si c'était acté, gros GG Orton, parce que franchement, il m'a permis de me remettre dans le match au début. Malheureusement, ce ton réaliste va s'estomper. Randy va être moins agressif, moins énervé. Et le match va durer, il va durer. Une éternité, il se passe rien, on s'emmerde. Oh putain, on s'emmerde vraiment. Kofi n'arrive pas à arriver les foules, c'est au moment de babyface, de comeback, qui fonctionne pas vraiment. Orton il est mou à la fin, c'est pas dingue. Et comment ça se termine? Orton il tente son pound kick, son ancien finisher où il courait dans le ring et il faisait son coup de pied. Mais on sait tous que Kofi va esquiver parce que voilà, ce coup de pied a été banni depuis bien longtemps. Donc évidemment Kofi esquive, il fait ce Royal Paradise, il fait le tomber, 1, 2, 3, victoire de Kofi et la foule La foule n'est pas contente de ce match. Ce match a duré, je sais pas combien de temps ce match a duré, mais il y a vraiment l'impression qu'il avait duré une demi-heure. C'était vraiment long, il se passait rien et Kofi gagne. Bravo Kofi, t'as prouvé que Randy n'avait pas tort, mais ça aurait dû se passer à SummerSlam. Parce que après tout ce rabâchage, moi j'étais pour une victoire de Orton parce que la reine de Kofi s'est estompée, et la preuve en image, Kofi se fait huer à la fin du match. Le babyface qui a prouvé que non, il n'était pas stupide, qu'il méritait sa victoire contre Orton, qui méritait sa place dans le main event, se fait huer. Ah là 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 là, c'est pas bon. Franchement pour lui c'était la mauvaise décision. Je pense que ça aurait été même plus favorable pour lui qu'il perde et qu'il refasse un comeback par la suite qu'une victoire maintenant. Là c'est pas bon du tout. C'est pas bon, il va perdre contre un adversaire Osef. Franchement, s'il gagne encore après son prochain match, je comprends pas. Parce que ça ne marche plus. Kofi champion, ça ne marche plus. Et en plus, après ce match catastrophique, on a les Street Profits qui arrivent. Les putains
plein de Street Profits qui arrivent et qui font oh là là, Kofi a gagné. Et demain, n'oubliez pas qu'à Raw, on a la finale du King of the Ring. Putain, ils sont encore là à faire des promos de ce qui va se passer. J'en ai ras le cul des Street Profits, mais barrez-vous, juste barrez-vous de ma télé. Barrez-vous de ma putain de télé. Barrez-vous. Et puis il y a Booker T qui va arriver, qui a l'air complètement défoncé. Et ils vont faire des blagues, ça me fait pas rire, c'est pas drôle, c'est gênant. C'est vraiment gênant, j'ai envie de me suicider quand je vois les Street Profits. Je comprends pas pourquoi les gens disent que ça leur fait rire, je comprends pas pourquoi, c'est pas drôle. Y'a rien de drôle. Y'a rien de drôle. Bon, passons à des choses un peu plus sérieuses. Eric Rowan affronte Roman Reigns, ce match ne devrait pas figurer sur la carte. Malgré le build-up de ce match qui était plutôt bon, avec franchement le début du build-up avec qui attaquait Roman Reigns, c'était vraiment excitant. Ça s'est un peu estompé dans les dernières semaines sur le fait que c'est Eric Rowan qui l'a fait, puis finalement non, puis finalement oui. Bon, il savait pas trop où ça allait, puis ça se ressentait que le scénariste savait pas trop ce qu'il faisait. Mais on avait quand même un sacré build-up, on avait quand même une rencontre qui était anticipée, Eric Rowan contre Roman Reigns, mais ça n'aurait pas dû se passer à ce show. L'histoire aurait dû être mieux écrite, et cet affrontement aurait dû avoir lieu à Hell in a Cell, et puis ça aurait été tellement mieux, Hell in a Cell. Les deux qui se battent dans un match Hell in a Cell, ça aurait été fantastique. Mais non, là, ils se battent à Clash of Champions, donc aucun titre n'est défendu, donc ça fait un peu hors sujet, mais ils arrivent quand même à être le quatrième meilleur match du show. Ils ont fait du bon boulot. Ils ont fait du bon boulot parce que, honnêtement, déjà le match fait hors sujet, et en plus, il passe après Kofi Orton qui a endormi la foule. Et croyez-moi qu'ils ont réussi, ça a été dur, hein. Ça a été dur, mais ils ont réussi à faire repopper la foule, à faire revivre cette foule qui était endormie. Donc, GG à eux. On peut noter déjà un truc sur les entrées, c'est que Roman Reigns a une bonne pop, donc ça y est, Roman Reigns est enfin bien booké, il y a pas genre un truc mitigé, non, il y a une pop, il y a Roman Reigns acclamé, donc le projet Roman Reigns, il fonctionne. Donc c'était fantastique. C'est un match en disqualification qui commence tranquillement, il se jette 2-3 trucs à la gueule, Rowan c'est un vrai bulldozer, en moins il va plaquer Roman Reigns au bord de la table, c'était franchement assez épique. On a des chants We Want Tables parce que le match met un peu de temps à démarrer, mais voilà, à un moment, Rowan va vraiment prendre de l'ampleur quand il va commencer à faire un gros powerbomb sur la tête des commentateurs. Magnifique le powerbomb, magnifique. Ils vont continuer à se battre dans la foule sur les extérieurs. Rowan va faire un deuxième powerbomb sur la table des commentateurs, pas la table des commentateurs, mais une table technique. C'était assez cool. Puis après, Roman est complètement KO. Roman a super bien vendu ce match. Roman, en termes de selling dans ce match, il était vraiment très très bon. On voyait vraiment que Rowan, il avait une force monstrueuse. Donc c'était très cool à voir. Et puis justement, au moment, il a porté Roman sur ses épaules et il l'a emmené comme ça jusqu'à la rampe sur ses épaules. Donc vraiment, Roman Reigns, c'était KO. C'était franchement génial. Sur la rampe, il continue à se battre. Roman arrive à choper la grue. Il la balance sur Rowan à 2 reprises. Il lui fait un Superman punch sur la rampe. Rowan commence à perdre, hein. Et là, je m'attendais à Roman Reigns commence à faire son ouah, il va faire son spear sur la rampe, mais là, il se prend un big boot d'un catcheur, on ne sait pas qui c'est. Il se retourne et c'est Luke Harper. Luke Harper est revenu. Donc franchement trop bien. C'était trop cool le fait que Luke Harper revienne. Et là, forcément, c'était une alliance, hein, Rick Rowan et Luke Harper. Ils se mettent à 2. Ils font leur finisher sur Roman Reigns et Rowan obtient la victoire avec l'aide de son ami Luke Harper. Ouais, GG à eux deux, le match était bon. Je vais pas dire que c'était un très bon match, je m'attendais un peu à plus, mais rappelons que le match a souffert de son placement parce que passer après Orton Kofi, c'était pas chose facile et ils ont réussi à faire redémarrer la foule. Le retour de Luke Harper, ça fonctionne, c'était un truc inattendu, donc c'est génial. Et maintenant, j'espère qu'on va apprendre que Luke Harper était lié à cette histoire contre Roman Reigns parce que le fait que Rowan soit tout seul, ça n'avait pas trop de sens. Alors que si, tu sais, il est allé avec Daniel Bryan, mais si en fait il voulait se rallier avec Luke Harper et du coup qu'ils sont tout manigancés ensemble et qu'ils vont reformer une équipe, ce serait bien. Ce serait très bien. Donc on verra où ça va venir, où tout ça va nous mener. Mais GG à eux, le match était franchement assez divertissant. La bonne personne a gagné, donc cette histoire a un intérêt au final. Rowan a gagné, Rowan est un véritable monstre. On apprend que Luke Harper a peut-être fait partie du coup. C'était bien booké, c'était solide. Donc franchement très cool. Et on va passer maintenant à notre main event, Braun Strowman contre Seth Rollins pour le championnat universel. Et si vous avez bien suivi mon ordre de match, de qualité de match, et vous savez qu'il reste plus qu'un chiffre. Le numéro 1, ce match était pour moi le meilleur match de la soirée. Le meilleur match de la soirée. Franchement, les deux, ils ont fait
ils ont fait un taf de dingue. Ils ont fait vraiment un taf de dingue. Malgré la construction, encore une fois, le fait qu'ils aient gagné le titre par équipe, je voyais pas trop intérêt, et que Styles sauve leur promo au final, parce que c'est AJ Styles qui a vraiment fait hyper ce match selon moi. Bref. Malgré un build-up pas catastrophique, mais franchement un peu foireux, ils ont fait un travail de dingue. Seth Rollins, même si en promo il est pas dingue, Strowman non plus, ils ont prouvé que c'est des très bons catcheurs. Et un truc que j'ai aimé, c'est qu'on a exactement la même dynamique que le match Rollins-Lesnar. C'est-à-dire qu'on a eu un match qui avait des impacts très violents. Strowman était hyper violent avec des gros impacts que Rollins se prenait hyper cher. Et pour que Rollins gagne, Rollins devait être stratégique. Et Rollins a été stratégique. Il a gagné en esquivant, en contre-attaquant, en enchaînant les impacts dans les airs. C'est tout ce qu'il a fait. Il a fait que ça, c'est du catch intelligent. Il n'a pas cherché à amener Strowman au sol, il a cherché à l'agresser par les airs tout le temps, et à esquiver les gros impacts. Donc c'était fantastique. Donc j'ai noté 2-3 trucs quand même. Il y a eu un moment, il y a eu Strowman qui s'est pris un impact sur un poteau, mais tellement violemment, c'était franchement génial. Strowman va aussi foncer en table des commentateurs, c'était vénère. Et Rollins, à partir de ce moment-là, va enchaîner les suicide dives à l'extérieur. Et Strowman, sur le troisième, va casser la table des commentateurs, tellement c'est violent. Ah oui, oh putain, le moment le plus épique du match. Le moment le plus épique. Les deux remontent sur le ring, Strowman est sur la troisième corde et Rollins essaie de placer son Falcon Arrow sur Strowman. Ça aurait été tellement magnifique, mais parce que franchement j'y ai cru, je me suis dit putain il va quand même pas placer son Falcon Arrow, Strowman est beaucoup trop lourd. Et voilà, il essaye une fois, deux fois, Strowman arrive à éviter et à plaquer Rollins au sol, donc Rollins est KO au sol. Strowman monte sur la troisième corde et Strowman fait un putain de splash sur Rollins. C'était tellement épique, le poids de Strowman sur Rollins, putain ça a dû faire tellement mal. D'ailleurs, Strowman s'est fait un peu mal au genou sur l'opération. La foule crie « Holy shit, this is awesome !» Rollins kick out évidemment après ce splash. Et là, on a eu le moment histoire qui était fantastique. Rollins va reprendre l'avantage. Il va réussir à placer un stomp sur Strowman qui sort de nulle part. Il fait le tomber et Strowman kick out à 1. À 1. Finisher, Rollins fait son finisher sur Strowman et Strowman kick out à 1. Rollins est choqué, mais il se relève tout de suite, il fait un deuxième stomp, il fait le tomber, kick out à 2. Rollins est encore choqué, il se relève, il fait un troisième stomp à Strowman, et Strowman kick out encore à 2, et là franchement, la foule pouvait plus, moi aussi j'en pouvais plus, je me disais mais sans déconner, Lesnar a perdu après 3 curb stomp, et Strowman résiste après le troisième. Voilà, enfin Strowman est rebuildé de bonne manière. Strowman paraît monstrueusement fort, et Rollins ne sait pas trop quoi faire, mais il perd pas espoir. Il tente un quatrième stomp, mais Strowman le cut, prépare son finisher, son sorte de power slam. Mais Rollins parvient à s'extirper in extremis. Il fait un pedigree à Strowman et un dernier stomp. Et enfin, il a la victoire. Pouah, putain, ce finish était tellement épique. C'était franchement hyper épique. On pense ce qu'on veut de Seth Rollins. Moi aussi, je dis pas toujours du bien de Seth Rollins parce que ça a été un con. Mais voilà, sur un ring, il est bon. Sur un ring, il n'y a rien à faire, il est excellent. Dire que c'est le meilleur catcheur, cela a pété et tout, ça joue pas en sa faveur. Je dirais pas que c'est pas le meilleur catcheur, mais c'est franchement un des meilleurs au monde. C'est un des meilleurs, oui, je suis d'accord, mais dire que t'es le meilleur, c'est pas vrai, Rollins. C'est pas le meilleur. Je connais des gens qui sont aussi talentueux que toi, rien qu'AJ Styles, Kenny Omega, Pac, des gens comme ça. Ils sont aussi bons que toi, donc Will Ospreay, Tyler Bates, enfin, il y a plein de gens qui sont aussi bons que Seth Rollins. Faut qu'il redescende un peu, mais voilà, il y a quand même une réalité, c'est que le mec est ultra talentueux sur un ring, qu'il a un catch de babyface, c'est la vérité. Et que ce soir, il a expliqué pourquoi lui en champion ça marche. Et effectivement, lui en champion, c'est cool, c'est très très cool. J'aurais aimé que The Fiend intervienne pendant le match, mais j'avais prédit aussi le fait que The Fiend intervienne après sur Seth Rollins. Et qu'est-ce qui se passe? Seth Rollins monte la rampe, il y a le petit logo de fin de show qui apparaît, on se dit merde, mais il apparaît pas, et là, alors que le logo est apparu qui signe la fin du show, toutes les lumières s'éteignent. Le petit son de The Fiend apparaît. The Fiend attrape Seth Rollins par la tête. Il fait son Sister Abigail, puis un Mandible Claw. Rollins est évanoui par terre. Et Strowman, et le Fiend lui hurle dessus. Toutes les lumières s'éteignent. Et le show se termine par le rire de Bray Wyatt. Waouh! Juste toi, ça m'a donné des frissons. Cette apparition du Fiend m'a donné des putains de frissons. Pourtant, elle était attendue, hein. Elle était attendue.
Et ça prouve que The Fiend est clairement la meilleure chose que la WWE fait actuellement. C'est la chose la plus anticipée, et du coup, c'est forcément officiel. On va avoir The Fiend contre Seth Rollins à Hell in a Cell. Oh putain, ça va être bon. Ça va être très 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 bon. Ça va être fantastique, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et voilà, Main Event réussi. Main Event réussi, je dirais, ouais, j'ai mis 9 sur 10. Ouais, c'était un excellent Main Event. C'était vraiment, pour sûr, le meilleur match de la soirée. Qui nous laisse donc sur une bonne hype. Et qui nous donne envie de voir les Raw la semaine prochaine, parce que j'ai envie de voir où ils vont aller avec The Fiend maintenant. Ça me donne envie de me reconnecter, donc voilà, si on devrait faire un bilan, Clash of Champions, c'était un bon show. C'était un bon show. Malgré leur qualité de match, je pense toujours que Roman Reigns contre Eric Rowan aurait dû se passer ailleurs, pas Clash of Champions, dans un SmackDown. Pourquoi pas le premier SmackDown sur la Fox? Ça aurait été cool pour marquer le coup. Le premier SmackDown sur la Fox, on a Eric Rowan contre Roman Reigns. Ça aurait été vachement sympa. Bref. Toujours aussi déçu au fait qu'on n'ait pas eu la finale King of the Ring. Je pense qu'elle aurait dû être à Clash of Champions. Et aussi, voilà, je vais revenir là-dessus, je l'ai pas en intro, mais pourquoi enlever AJ Styles? AJ Styles aurait pu nous proposer aussi un très bon match avec Cedric Alexander. Ça aurait pu peut-être hausser un peu le niveau de la carte. Et pourquoi pas enlever le match par équipe féminine qui... Je comprends, c'est important de mettre les femmes en avant, mais... Là, c'était pas terrible. Ou Nakamura miss, tu vois, mais un des deux matchs dans le pré-show, ça aurait été mieux. C'était correct, c'était pas mal. Sinon, c'était bien, mais encore une fois, il y a eu un gros point noir. S'il y a eu ce point noir, j'aurais dit que c'était un très bon show. Hein. Mais il y a eu ce point noir de Kofi Orton, qui était pas bon, qui était chiant, qui était très long, c'était pas sympa, pas cool à regarder. Et encore une fois, j'ai des doutes, mais il y a moyen que Orton était vraiment énervé. Pendant le moment des chops, je pense qu'il était vraiment énervé dans la vraie vie, qu'il actait pas. Et si ça s'était pas arrivé, j'aurais mis 1 sur 10 à ce match. Mais genre vraiment, c'était pas terrible. C'était pas bien. Donc voilà, c'était Clash of Champions. J'ai beaucoup aimé les restes. J'ai adoré Strowman Rollins et j'ai beaucoup aimé, j'ai même adoré Sasha Banks contre Becky Lynch. C'est les deux programmes les plus importants au final. C'est les deux programmes les plus importants. Et donc c'est cool que ces deux programmes réussissent. Hâte de voir la suite. Je vous conseille de regarder le show. Regardez-le parce que c'était vachement cool. C'était Serge Voldan. N'oubliez pas de vous abonner à toutes les chaînes du Bon de Voldano. Tous les liens sont dans la description. À télécharger les albums pour nous soutenir. Et écoutez, je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain pour parler d'Euro et pour parler donc de cette finale de King of the Ring. Salut les Voldanites!